à fait. Euh, j'ai commencé l'enregistrement, hein. Ouais. Voilà. Donc, à 8 heures, vous m'arrêterez si j'ai toujours pas terminé, mais j'espère qu'on en sera quand même à vos questions à ce moment-là. Je vais vous parler de ressources en eau, donc l'eau liquide qui coule dans les rivières, qu'on peut pomper dans des puits à partir des nappes phréatiques, et de risques hydrologiques, les inondations, les sécheresses. Je pense que vous connaissez très bien tout ça. Et comment ces ressources en eau et ces risques évoluent dans un monde qui change. Les raisons de ces changements, je vais y venir, mais j'ai axé, suite à l'exposé de Julie la dernière fois, j'ai choisi de beaucoup axer cette présentation sur les apports de la modélisation, parce que c'est vraiment mon cœur de métier à moi, de modéliser l'hydrologie des bassins versants et les liens avec le climat et l'occupation des sols, pardon. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir. Donc, les ressources en eau se définissent dans des bassins versants. Ah oui, alors, donc, à partir des précipitations qui tombent n'importe où dans un bassin versant qui est schématisé là par cette boîte. Euh, L'eau des pluies peut s'infiltrer dans les sols et donc remplir cette couche verte assez peu profonde de 50 centimètres à quelques mètres, ça dépend des endroits. Et cette eau du sol alimente l'évapotranspiration des surfaces continentales qui, en moyenne, sur l'ensemble des continents et en moyenne sur la France aussi, est à peu près de 2 tiers des précipitations continentales. Et cette évapotranspiration, en particulier quand elle transite par les plantes, c'est ce qui permet aux plantes de fabriquer leur biomasse par photosynthèse. Donc c'est important du coup on appelle parfois cette eau du sol comme une ressource en eau verte parce qu'elle est exploitée sous forme de biomasse. Mais cette eau qui s'infiltre dans les sols, ça c'est qu'une partie du chemin de l'eau à son arrivée à la surface d'un bassin versant. Elle peut aussi ruisseler, donc s'écouler plus ou moins rapidement le long des pentes. C'est quelque chose à quoi vous êtes soumis à Mandagou, avec possibilité d'érosion des sols, ce qui est un problème supplémentaire. Maintenant, si on revient à l'eau qui s'infiltre dans les sols, quand les sols sont suffisamment humides, et c'est souvent le cas en hiver, l'eau va pouvoir s'infiltrer plus profondément et puis s'accumuler éventuellement dans des nappes phréatiques plus ou moins profondes. Et l'eau dans les nappes phréatiques, elle coule aussi et assez souvent vers les rivières. Du coup, l'eau des nappes phréatiques, c'est une réserve naturelle très importante qui justifie que, euh, que dans les rivières, quelle que soit leur taille, c'est souvent l'apport d'eau par les nappes phréatiques, qu'on appelle le débit de base, qui permet aux rivières de s'écouler quand il n'y a pas de pluie. Et dans certains contextes géologiques ou dans certains climats plus arides que ce qu'on a même dans le sud de la France, les cours d'eau peuvent ne pas couler toute l'année. C'est très fréquent en fait à l'échelle du monde et ça existe aussi en France, souvent pour les plus petits cours d'eau. Mais donc quand les cours d'eau coulent de manière permanente toute l'année, c'est généralement grâce aux écoulements qui sont apportés par les nappes phréatiques et puis un petit peu à travers les sols. Et donc, cette eau liquide et douce qui peut couler soit dans les nappes phréatiques, soit dans les rivières, c'est cette eau qu'on pompe, nous les êtres humains, quand on veut faire quelque chose avec de l'eau. Et donc, c'est ce qu'on appelle la ressource en eau bleue. Et tant la ressource en eau bleue que la ressource en eau verte, ce sont des ressources qui sont renouvelées par le cycle de l'eau, qui ramènent régulièrement des quantités de pluie, dont une partie est prélevée par évapotranspiration. Et ces ressources, elles sont exploitables localement, mais pas seulement, c'est-à-dire que si quelqu'un se décide à prendre l'eau à l'amont de ce bassin versant, et notamment pour la faire évaporer, c'est ce qui se produit fréquemment quand on irrigue, eh bien, ça va diminuer la quantité d'eau qui va s'écouler et ça va réduire les ressources qui sont disponibles à l'aval. Et enfin, le dernier point qui est important dans cette introduction, c'est de bien se rappeler que ces ressources
en eau à la fois bleue et verte, elles sont aussi le support de tas d'écosystèmes, d'une biodiversité à la fois terrestre, donc via la ressource en eau verte, mais aussi aquatique et le long des zones humides, grâce à la ressource en eau bleue. Maintenant, ce qui se passe depuis plusieurs siècles, de manière très marquée, c'est que ces ressources bleues et vertes sont altérées par de nombreuses activités humaines. Et donc, c'est ce que j'ai représenté par toutes ces boîtes sur ce diagramme. Donc, on peut avoir des changements d'occupation des sols, mise en culture, simplification des paysages, urbanisation, et j'en oublie, qui vont moduler la part de l'eau qui va pouvoir s'infiltrer, ruisseler, être évaporée. Et ça va tout changer dans le fonctionnement du bassin versant. On peut donc associer à ça avoir des pompages pour l'irrigation et ça va transformer de l'eau bleue en eau verte à travers l'évaporation des plantes, mais les pompages alimentent aussi l'eau domestique au robinet, ça peut alimenter des centres aquatiques, ça peut alimenter des golfs, ça peut alimenter des industries, etc. Et associé avec beaucoup de ces pompages et de ces usages, on va souvent avoir des dégradations de la qualité de l'eau qui vont transformer l'eau bleue en ce qu'on peut appeler l'eau grise, pas très propre, pas très utile pour de nombreux usages, à la fois par les êtres humains et les écosystèmes qui ont besoin d'une eau de bonne qualité. Parmi les différents activités et modifications qu'on peut voir dans les bassins versants, donc imperméabilisation, j'en ai parlé, mais on peut aussi avoir des barrages et des retenues qui vont ralentir les écoulements, la rectification des cours d'eau, parfois pour redresser des parcelles agricoles ou d'autres raisons, qui vont au contraire avoir tendance à accélérer les écoulements et donc à intensifier les crues souvent. On peut avoir des transferts d'eau d'un bassin versant à un autre pour différentes raisons. Et puis du drainage agricole qui va avoir tendance à accélérer les crues hivernales. Enfin, on peut avoir des changements qui vont modifier la matière organique des sols, la diminuer le plus souvent, notamment dans les systèmes de grandes cultures, à cause du travail du sol, à cause de l'épandage de pesticides qui vont tuer une partie de la biodiversité des sols. Et ça va amener à diminuer le potentiel des sols à stocker l'eau localement. Donc, la dernière chose qui change beaucoup le fonctionnement des bassins versants, la dynamique des ressources en eau et des risques associés, c'est le changement climatique. Et comme l'a dit Julie, c'est un peu mon métier. Je vous en parlerai pas mal aujourd'hui. Donc finalement, tout ce que j'ai montré là, ça a plein de résultats par rapport à l'eau d'un bassin versant. Ça peut souvent l'accélérer, c'est ce qui est marqué par des petites étoiles, parfois ralentir les écoulements et dégrader la qualité. Et tout ça est parfois, mais pas toujours, associé à des notions d'appropriation de cette ressource pour des usages économiques avec des enjeux d'équité et de justice sociale. Maintenant, pour illustrer tous ces concepts assez idéalisés pour l'instant de manière plus concrète, je vous montre cette carte qui a été construite par des collègues de INRAE, le Centre de recherche sur l'agriculture. C'est des collègues de Lyon qui ont fait ce travail. Et la question qui se sont posées, c'est à partir des données des observations long terme de débit dans les cours d'eau en France qui sont faits par les services de l'État pilotés par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Ces mesures sont faites à peu près dans 5000 points en France et là vous avez un sous-ensemble qui a été choisi par mes collègues d'INRAE. Euh, ils s'intéressaient au débit moyen annuel et ils s'intéressaient au point où on avait des tendances suffisamment longues. Donc, ils ont pris que les stations où il y a des mesures longues. Depuis 1968 jusqu'à 2024, ils voulaient au moins 30 ans d'observation. Ils ont enlevé les stations où la qualité de la mesure n'est pas bonne. C'est pas toujours très facile à faire, ces observations de débit. Et puis, ils ont enlevé toutes les stations dont ils pouvaient savoir ou deviner
que les débits allaient être influencés fortement par toutes les choses dont je vous ai parlé précédemment. Donc, ils ont gardé que les stations où, à l'amont du point de mesure, il n'y avait pas de forte perturbation anthropique. Donc, ils sont avec un nombre de points qui est d'environ 500, c'est-à-dire 10 fois moins que l'échantillon initial. Et là, ils ont fait des tendances, ils ont analysé les tendances des débits pour savoir s'il y a une tendance à la baisse, une tendance à la hausse. Et puis, ces analyses, on essaye aussi de vérifier si ces tendances, plus ou moins, sont fortes par rapport à la variabilité d'une année sur l'autre. Et vous savez que il y a des successions naturelles d'années humides, d'années sèches. Et donc, par rapport à ce bruit finalement de la variabilité interannuelle des débits, il y a des méthodes statistiques qui permettent de dire les tendances qui sont significatives, c'est-à-dire fortes par rapport à la variabilité d'une année sur l'autre, et c'est tous les points qui sont représentés par des triangles opposés aux points plutôt dans l'ouest et le nord de la France, représentés par des cercles où les tendances ne sont pas significatives, c'est-à-dire qu'essentiellement, il n'y a pas de changement, même si il y en a un tout petit peu, mais voilà, c'est pas significatif. Et donc, quand on a fait tout ce travail, eh bien, le résultat, c'est que des tendances significatives, il y en a principalement dans le sud-est de la France, et que ces tendances significatives dans cette moitié sud-est de la France, elles sont toutes à la baisse. C'est-à-dire que dans le sud-est de la France, et donc y compris vers Mandagou, il y a des baisses des débits moyens annuels depuis 30 à 40 ans en France. Sous l'impact de quoi? Eh bien, puisque ce n'est pas sous l'impact des activités non climatiques, enfin des activités humaines qui sont pas liées au changement climatique, ça signifie que le plus probable, c'est que c'est le changement climatique qui amène ces baisses de débit. Voilà. Mais évidemment, dans tous les autres points, les 4500 points qui sont fortement influencés par les activités humaines, une part des variations, que ce soit des baisses ou que ce soit des hausses, sont attribuables aux activités humaines. Et s'il y a des pompages, ça amène le plus souvent des baisses des débits. Pour revenir à une échelle plus globale, je vous présente là un travail auquel j'ai contribué, qui a plus d'une dizaine d'années maintenant, et où à partir d'une synthèse de la littérature scientifique, on avait tenté de comparer l'impact de plusieurs facteurs de changement possible des débits au XXe siècle. D'accord? Donc il s'agit de regarder ce qui se passe entre 1900 et 2000 et on regarde l'impact à travers différentes études scientifiques du changement d'occupation des sols. C'est cette barre qui est là. Ça inclut la déforestation, l'urbanisation, la disparition des zones humides qui ont plutôt tendance à faire augmenter les débits. Et il s'agit d'une analyse Ok, qui c'est est passé. faite à l'échelle de tout le globe. Donc, ces changements d'occupation des sols ont tendance à diminuer l'évaporation et à augmenter les débits en absence de changement de précipitation, évidemment. L'irrigation joue en sens inverse et c'est compris là-dedans. Donc ces changements d'occupation des sols au XXe siècle ont eu plutôt tendance à augmenter les débits. Il y a aussi eu un changement climatique au XXe siècle, même s'il est plus modeste que celui qui est en train de se passer pendant le XXIe siècle, et qui a plutôt eu tendance, lui aussi, à augmenter les débits en faisant fondre les glaciers, en faisant fondre la neige, et en augmentant un tout petit peu les précipitations dans les régions humides. Ensuite, l'autre facteur très important de changement des débits, c'est les pompages qui ont eu lieu et qui ont prodigieusement augmenté pendant le XXe siècle. C'est ce qui est représenté sur ce graphique où vous voyez l'augmentation de 1900 à 2014 des pompages tels qu'on est capable de les mesurer et de les recenser dans l'ensemble des pays du monde. Et donc, ces pompages ont plutôt tendance à faire diminuer les débits à l'échelle globale. Donc on a deux changements, deux facteurs qui font augmenter les débits au XXe siècle, deux facteurs qui ont tendance à les faire diminuer, et la résultante, en moyenne globale, c'est plutôt une augmentation des débits. Mais vous voyez ces barres d'incertitude là, ça signifie que ces estimations sont
sont incertaines parce qu'on combine des changements dans les deux sens, entre autres, et que chacun des changements est lui-même relativement incertain pour autant qu'on peut le dire. Et puis par ailleurs, ce changement moyen global n'est pas du tout homogène partout sur la planète. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les débits vont augmenter à cause de ces différentes raisons, mais il y a aussi des endroits où ils ont, c'est pas qu'ils vont, mais c'est plutôt qu'ils ont, puisque c'est le XXe siècle dont on parle. Il y a des endroits où ces débits ont baissé, et à titre d'exemple, eh bien, le nord, la moitié sud-est de la France qui a vu ses débits baisser. Donc voilà le type de questions, moi, qui m'intéresse et que j'essaye de décliner un peu partout où je peux, y compris, j'espère, à Mandagou, grâce au projet que Julie cherche à monter. Et pour l'instant, je vous ai parlé donc que du passé. Je vais aussi vous parler de ce qu'on peut dire du futur, mais pour étudier le futur, on peut plus s'intéresser seulement à des observations. On a besoin de modélisation pour essayer d'imaginer les conditions du futur. D'ailleurs, pour avoir une estimation des conditions du passé qui couvre l'ensemble de la Terre, parce qu'il n'y a pas d'observation partout, on recourt aussi à la modélisation et ce travail que je vous montre là, ça repose largement sur de la modélisation. Donc, avant de vous parler du futur, je vais maintenant vous parler de modélisation avec le modèle que je développe, avec mon outil de travail principal et qui, je l'espère, je pourrai l'utiliser à Mandagou grâce au projet Tetrabio de Julie. Donc le modèle en question a le joli nom de orchidée. En fait, c'est un acronyme et ça devient assez moche si on décompose. Donc on va rester sur orchidée si vous voulez bien. Et c'est un exemple assez typique de ce qu'on appelle un modèle hydrologique distribué. Qu'est-ce que ça veut dire distribué? Ça veut dire que les bassins versants, on va les décomposer en mailles, en petits carrés, sur lesquels on va faire des calculs, des bilans d'eau, en gros les processus dont je vous ai parlé en introduction. Donc ici, vous voyez le bassin versant amazonien avec des mailles que vous voyez pas très bien, mais qui font 0,5 degrés de côté, c'est-à-dire à peu près 50 à 100 km à cet endroit de la planète. Et donc, dans chacune de ces mailles, j'en ai représenté une là en rouge, dans chacune de ces mailles, le modèle orchidée décrit ce qui se passe d'un point de vue hydrique dans la maille qui est représentée là, je la suis avec mon pointeur. Euh, en, donc, le modèle calcule à la fois à partir des précipitations notamment et de variables climatiques qui vont être la température, l'humidité de l'air, le rayonnement, la vitesse du vent. On va pouvoir calculer l'évaporation, donc la part qui repart rapidement vers l'atmosphère, en fonction d'informations sur l'occupation des sols. Donc on est capable de distinguer les pourcentages de sols nus, de différents types de forêts, de différents types de cultures ou de prairies. Et on va du coup calculer l'évaporation, mais aussi la partie qui va pouvoir ruisseler et la partie qui va s'infiltrer dans les sols, qui va définir l'humidité du sol, et la partie qui va drainer sous le sol et remplir un réservoir du modèle qui est assez simple, mais qui représente les eaux souterraines, alors que le ruissellement, il va être ralenti à travers un écoulement un écoulement qui va rejoindre la rivière de la Maille. Et donc, on a des systèmes de réservoirs qui décrivent les écoulements horizontaux dans la Maille en fonction des quantités d'eau et de précipitation et d'évaporation. Et le dernier élément du modèle, c'est que les débits qui sont calculés de chacune des mailles du modèle vont s'accumuler le long du réseau hydrographique en tenant compte du temps du décalage temporel que le trajet dans le système hydrographique crée entre le moment où la pluie tombe à un endroit et le moment où il s'écoule tout au long du réseau hydrographique jusqu'à l'exutoire du bassin versant. Ce que je vous raconte là, dans l'exemple du bassin versant amazonien, qui est un des bassins sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que ce modèle orchidée, on l'a beaucoup utilisé à très grande échelle et il tourne sur le monde entier. On peut le décliner à toutes les échelles et
avant d'aller jusqu'à Mandagou, où je me suis encore pas encore essayée, mais j'espère bien pouvoir le faire bientôt, je vais passer à une échelle intermédiaire spatiale qui est l'échelle de la France. Donc ce modèle orchidée, on l'a appliqué avec des collègues qui ont travaillé avec moi sur l'ensemble du territoire français, même un petit peu étendu pour pouvoir décrire ce qui se passe pour le Rhône, avec des mailles qui cette fois étaient plus petites, faisaient 8 km par 8 km de côté. Et chaque point qui est représenté, j'espère que vous le voyez sur cette carte, représente le centre d'une maille de 8 km par 8 km. Donc, on a notamment amélioré, enfin, vérifié si notre modèle marchait bien en lui donnant en entrée des données météorologiques observées, euh, traitées par Météo France de 1959 jusqu'à 2020 sur ce maillage-là, à cette résolution. On a utilisé des cartes de végétation, des cartes de sol, une topographie aussi correcte pour décrire le chevelu des rivières que vous voyez pour les plus importantes représentées en bleu. Et puis, on a fait tourner notre modèle avec ces informations. Il a fallu qu'on tourne un petit peu certains paramètres, je vous passe les détails, pour obtenir un bilan d'eau de chacune des mailles et des débits corrects dans les cours d'eau. Et je vous montrerai quelques exemples pour vous montrer le résultat juste après. Mais je rebondis sur ce que Julie a dit en introduction en me présentant ce modèle tel qu'il a été préparé pour représenter correctement l'hydrologie française. On l'a utilisé avec d'autres modèles hydrologiques un petit peu différents pour simuler l'influence du changement climatique en France au cours du 21e siècle. Et ça, je vous en montrerai la synthèse ensuite. Donc, je reviens maintenant aux performances, aux qualités et aux défauts de mon modèle en France. Donc, d'abord, je vous montre ici des résultats sur la Loire. Donc, vous avez le bassin versant de la Loire qui apparaît avec la grosse patate bleue. Et donc, le débit, on le regarde ici, donc le plus proche possible, la station suivie la plus à l'aval du bassin de la Loire, à Montjean. Donc, ça draine une surface d'à peu près 90 000 km². Et donc, vous voyez plusieurs choses sur ce graphique. Tout d'abord, ici, c'est la série temporelle des débits depuis 1959 jusqu'à 2020. Hein, je vois pas très bien. Oui, c'est ça, 2020. Et donc, en bleu, vous avez les simulations par le... faut que oui, en bleu, c'est la simulation par le modèle Orchidée, et en noir, c'est l'observation faite par les services français euh, à cette station. Donc, vous voyez que avec ce mode de représentation, les résultats sont quand même assez bien, mais on peut zoomer en représentant une année moyenne, et c'est ce que vous voyez ici. Donc, une année moyenne d'observation en noir, de simulation en bleu. Donc, quand on regarde comme ça, bah, il y a des défauts qui apparaissent de manière un petit peu plus importante, qu'on pouvait deviner d'ailleurs ici, et en particulier, il y a des débits qui sont trop forts en été. Là, une des raisons probables, c'est sans doute pas la seule, c'est que ces simulations sont faites sans irrigation, c'est-à-dire que le modèle fonctionne en conditions, euh, on n'a pas décrit l'irrigation parce que c'était ce qui était imposé par le modèle Explore 2. Et donc, si on rajoutait l'irrigation, il y aurait plus d'évaporation et donc moins de débit. Et puis ces cartes, ces graphiques qui sont ici vous montrent les qualités, la comparaison de l'évapotranspiration simulée par rapport à deux types d'observations et ça vous montre que c'est à peu près correct, même si on pourrait avoir envie d'augmenter l'évaporation et c'est cohérent avec que je viens de vous raconter sur l'irrigation, puisque le but de l'irrigation, c'est d'augmenter l'évapotranspiration, en tout cas la transpiration des cultures. Ça, c'est sur la Loire. Et puis, pour changer un petit peu de registre, regardons le bassin versant où moi j'habite et je vous parle depuis Paris qui est là. Et donc, on s'intéresse au débit de la Seine, à nouveau à la station qui est mesurée sur le long terme avec des données de bonne qualité, le plus à l'aval possible de ce qu'on dispose. Donc, à Vernon, euh, à l'aval de Paris et à l'amont de Rouen. De même, on peut constater que dans ce climat plus pluvieux,
est un petit peu plus froid. Le modèle se comporte relativement bien. Il y a des observations qui remontent un peu moins longtemps, un peu moins loin historiquement, vous pouvez constater. Et en tout cas, si on regarde le zoom sur une année moyenne, là on voit des défauts différents de ce qu'on avait sur la Loire, c'est-à-dire qu'on a surtout des débits qui sont trop faibles en été. Alors pourquoi? Une des raisons, c'est sans doute, c'est qu'on a trop d'évapotranspiration et c'est ce que vous pouvez constater si vous vous intéressez à ces graphiques sur l'évapotranspiration. Trop d'évapotranspiration, peut-être parce que l'urbanisation n'est pas décrite suffisamment bien dans les cartes d'occupation des sols qu'on avait utilisées dans cet exercice et dans les surfaces très urbanisées, très imperméabilisées. Les bassins versants, localement, évaporent moins que si c'est des sols naturels. Et puis, il y a un autre élément qui n'est pas décrit dans ces simulations, c'est le fait qu'à l'amont de Paris, et notamment par ici, il y a des grands lacs artificiels qui ont été construits il y a environ 50 ans pour à la fois absorber les précipitations les plus fortes qui sont susceptibles de faire de fortes inondations à Paris et beaucoup de dommages très coûteux. Mais aussi, ces retenues servent en fait surtout à soutenir le débit de la Seine en été. Et à Paris, en été, il y a 50% du débit qui coule à Paris, et qui vient de ces grands réservoirs de stockage qui sont à l'amont de Paris. C'est à peu près ce qu'on retrouve ici, hein, c'est-à-dire que le soutien de ces ouvrages, qu'on n'a pas décrit, eh bien, le débit simulé par notre modèle, il est à peu près la moitié, celui qui coule réellement à Paris. Donc tout ça pour vous montrer qu'on a un modèle qui marche relativement bien, mais qui a des défauts que pour une bonne part, on peut comprendre et qui nécessiteraient de faire des développements supplémentaires sur le modèle ou d'utiliser des informations qu'on n'a pas encore utilisées. Maintenant, il y a un autre élément. Si on cherche à regarder à utiliser un outil comme ce modèle Orchidée pour simuler les débits sur le très long terme et pour voir l'influence du changement climatique futur. Ce qu'on a cherché à estimer aussi, c'est à voir si le modèle, avec le bon climat du passé, était capable de capturer les tendances du débit passé qui sont mesurées. Donc, vous voyez ici donc des tendances long terme de débit annuel, ça permet de mieux repérer les tendances long terme. Et c'est un peu le même exercice que celui que je vous ai montré de manière cartographique en tout début. Donc là, on est sur la Loire à Montjean uniquement, je vous montre que ça, avec une tendance long terme du débit de la Loire qui est à la baisse. Et vous voyez ici les pourcentages de débit par an. Et donc, à la fois, oui, et donc sur la tendance sur les 60 années de simulation, donc on a le modèle qui capture une tendance à la baisse, mais plus faible cependant que ce qu'on a dans les observations. En tout cas, c'est déjà un bon critère d'évaluation du modèle qui soit capable de capturer ces tendances. Et puis, on a vérifié que sur d'autres périodes plus courtes, ça marchait aussi. Pour ce qui est de l'évapotranspiration, on a aussi quelque chose de cohérent, c'est-à-dire que à la fois le modèle en gris et puis les équivalents observations que l'on a qui sont en noir montrent des tendances à la hausse. Et donc là encore, c'est un élément qui est super important pour nous, modélisateurs, pour avoir confiance dans le fait que le modèle est capable de restituer en fait les tendances hydrologiques qui résultent du changement de climat, là en l'occurrence du changement de climat faible qui a déjà eu dans le passé. Maintenant, si on s'intéresse au changement climatique du futur, eh bien, il faut avoir des informations sur le climat du futur. Et pour ça, on a besoin non seulement de modèles hydrologiques, mais on a aussi besoin de modèles climatiques. Je résume tout ça de manière très schématique sur cette diapositive. Donc, les modèles climatiques globaux, là, je le représente comme une sphère, c'est-à-dire la manière finalement
C'est pas le modèle. Le modèle, c'est un code informatique qu'on met sur un gros ordinateur. Mais ce que décrit ce code informatique dans ce gros ordinateur, c'est tout ce qui se passe dans l'atmosphère terrestre, qu'on découpe en mailles, mais qui sont tridimensionnelles cette fois, contrairement à ce qu'on fait en modélisation hydrologique. On décrit aussi ce qui se passe dans les océans, également en découpant des mailles tridimensionnelles pour savoir les courants des océans, les remontées d'eau froide à tels et tels endroits, etc. Les interactions, le modèle calcule aussi les interactions entre la surface océanique et l'atmosphère, et puis il calcule aussi les interactions entre la surface continentale et l'atmosphère. Et dans mon institut, où on développe un modèle de climat, eh bien c'est le modèle Orchidée qui décrit dans le modèle de climat ce qui se passe à la surface des continents pour les modélisations globales. Des modèles climatiques globaux comme ça, il y en a à peu près 20 à 30 qui existent dans tous les groupes de recherche de climat du monde entier. Et ces modèles servent pour faire les projections climatiques qui sont utilisées pour écrire, pour produire les résultats à la base des rapports du GIEC. Donc, pour simuler le climat du futur, on a besoin d'un bon modèle climatique qu'on va vérifier par rapport aux observations du passé. Tout ce travail est fait, documenté dans les modèles, dans les rapports du GIEC et dans la littérature scientifique. Et puis, on a besoin aussi d'hypothèses sur l'évolution future des gaz à effet de serre, parce qu'on sait très bien que dans le passé, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre ainsi que les changements d'occupation des sols qui ont amené le réchauffement de 1,2 degré désormais en moyenne globale par rapport à la période pré-révolution industrielle, il y a à peu près 200 ans. Mais on ne sait pas ce que vont être les émissions en gaz à effet de serre du futur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des hypothèses. Soit on se dit que on va continuer d'en émettre beaucoup, 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 ou alors qu'on va finir au bout de quelques décennies à se rendre compte que il faut pas en émettre trop et donc on va finir par baisser. Et puis on fait différentes hypothèses relatives au moment où la société globale dans son ensemble va se mettre enfin à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Parce que c'est vraiment ça qui est le moteur du réchauffement. Donc en fonction d'hypothèses euh, associé à des trajectoires temporelles des émissions en gaz à effet de serre et de scénarios aussi au cours du 21e siècle sur l'occupation des sols, plus ou moins de déforestation, plus ou moins d'urbanisation, etc. Ces informations, on les donne en entrée des modèles climatiques globaux. Et ils donnent des sorties qui peuvent être des évolutions de température en fonction du temps, des cartes qui disent des changements de température ou de précipitation entre la fin du 21e siècle et la fin du 20e, par exemple. Je vous montrerai l'exemple des précipitations en détail juste après. En tout cas, quand on a ces projections climatiques à grande échelle, c'est-à-dire des gros jeux de données distribués dans le temps et dans l'espace, eh bien, on peut essayer de raffiner ces informations à l'échelle de territoires particuliers. C'est ce qu'on appelle des méthodes de descente d'échelle. On rajoute des corrections de biais. Tout ça, c'est une cuisine qui peut être faite de plein de manières, qui est utile et que je ne vais pas détailler là, mais qui permet de raffiner en fait la qualité des projections climatiques dans un territoire qu'on connaît bien. C'est ce qu'on fait en France. Et puis ensuite, ces projections climatiques régionalisées, améliorées, affinées, on va les donner en entrée de modèles hydrologiques. C'est le travail, moi, que je mène depuis plus de 25, non, pas plus de 25 ans, mais depuis plus de 20 ans. Et j'ai fait ce type d'études déjà un certain nombre de fois dans des bassins versants particuliers et sur toute la France récemment dans le cadre du projet Explore 2 dont Julie vous a parlé et dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé et je vous montrerai des résultats. Donc en tout cas, quand on fait tout ça, il y a des incertitudes partout parce que les modèles sont imparfaits. Les hypothèses en entrée de ces modèles, c'est juste des hypothèses, c'est pas la réalité. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et donc, on multiplie les hypothèses, on multiplie les modèles, on multiplie les études, on multiplie les paramètres des modèles, et puis on a tout un tas d'informations dont on essaye de comprendre, de synthétiser les résultats, mais il n'y a pas de certitude absolue, entre autres parce que, toujours, encore une fois, on ne sait pas
si les sociétés humaines seront raisonnables à suivre cette trajectoire bleu clair qui ressemble à celle de l'accord de Paris, ou bien seront déraisonnables à continuer de réchauffer la planète beaucoup, 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 jusqu'à plus 6 degrés en moyenne globale à la fin du 21e siècle. Donc, non, il y a un autre truc que je voulais vous dire, c'est que quand même, ces précipitations climatiques régionalisées, avec le avec le programme de recherche Explore 2, qui était financé par le ministère de la Transition écologique, elles ont été celles donc d'Explore 2, qui s'appellent les projections DRIAS. Elles sont mises à disposition, elles sont téléchargeables, je crois, librement, il suffit de donner des informations sur qui on est, de s'inscrire, disons, sur le site. Et donc, on peut télécharger les projections climatiques à dans n'importe quel territoire du territoire français. Et il y a aussi un outil d'analyse sur le site internet Drias Climat qui permet de regarder, de visualiser certaines caractéristiques de changement de précipitation, de changement de température, etc. Euh, Pendant le 21e siècle, sous l'influence de différents scénarios de changement climatique. Et en parallèle, il y a un site Drias.O qui est aussi accessible, c'est un site de Météo France, où les projections hydrologiques dont je vais vous parler peuvent aussi être regardées. Et il y a un autre site qui s'appelle Méandre, qui permet une visualisation complémentaire et dont je vais vous donner un exemple de toute façon sous forme de slide par la suite. Donc voilà la modélisation qui est nécessaire pour appréhender le changement climatique futur et son impact hydrologique. Maintenant, si je reviens, donc si je recommence par le début, c'est-à-dire les changements du climat et des précipitations, les modélisations climatiques globales nous permettent de dire que le changement climatique a pour effet d'intensifier le cycle de l'eau, avec un fort consensus qualitatif, c'est-à-dire que en termes de signes des changements, il y a quand même beaucoup de certitudes, même si on n'est pas toujours capable de quantifier de combien ces changements, oui, précisément, euh, on n'est pas capable d'avoir des informations précises sur la quantité des changements, soit vers le plus, soit vers le moins. Donc en tout cas, avec le réchauffement, on a une fonte de la cryosphère. C'est toute l'eau solide, sous forme de neige, sous forme de glacier, sous forme de calotte glaciaire, qui est associée à une élévation du niveau de la mer. Et donc dans les zones littorales, ça pose d'énormes problèmes. Et la fonte de la cryosphère terrestre, ça contribue à des inondations. On a aussi une augmentation des précipitations moyennes globales de quelques pourcents par degré de réchauffement global. Et puis, mais par contre, cette augmentation de moyenne globale des précipitations, elle n'est pas du tout uniforme. Et c'est ce que vous montre cette carte du changement des précipitations globales annuelles entre la fin du 21e siècle ici par rapport à la fin du 20e siècle. Et c'est sous le scénario le pire, le plus pessimiste de réchauffement, celui qui réchauffe le plus. Et ce que montre cette carte, je vais vous la résumer, hein. Vous voyez les endroits où les précipitations augmentent en bleu, celles où elles baissent en marron. Vous retrouvez que le pourtour méditerranéen, y compris votre commune, est dans une partie du globe où les précipitations vont avoir tendance à baisser de manière relativement certaine. C'est ce qu'indiquent les pointillés. Toutes les zones en pointillés montrent les régions où la plupart des modèles climatiques qui sont considérés pour faire cette carte de changement moyen, et ça, c'est la moyenne de 39 modèles, une grande partie de ces modèles sont d'accord sur le signe. Donc, le changement climatique a tendance à diminuer les précipitations dans les régions où il y a peu de précipitations et à les augmenter dans les régions où il y en a beaucoup, ou bien aussi dans les régions les plus froides, pour des raisons que je pourrais répondre à ça si vous voulez plus tard, mais je vais plutôt insister sur les changements dans un premier temps. Donc, augmentation des précipitations dans les régions
où elles sont importantes, diminution dans les régions où elles sont faibles, et on constate la même chose d'un point de vue saisonnier, c'est-à-dire que les précipitations des saisons humides augmentent et les précipitations des saisons sèches diminuent. Et en parallèle, si on regarde des événements encore plus extrêmes que les saisons humides et les saisons sèches, donc événements de précipitation les plus intenses, d'orages, de tempêtes, etc., ou périodes de sécheresse très fortes et très longues, eh bien là encore, les précipitations associées augmentent pour les événements intenses et diminuent pour les sécheresses les plus fortes, sécheresses météorologiques. Donc, ça, c'est le consensus qualitatif avec de fortes incertitudes quantitatives, car on ne connaît pas les émissions en gaz à effet de serre du futur, car il y a d'importantes dispersions parfois entre les modèles climatiques, et notamment, par exemple, dans le nord de la France. On est dans une région de hachures, et ces hachures, ça signifie qu'il y a plein de modèles qui sont pas d'accord sur le signe des changements de précipitation. Donc, c'est plus difficile pour nous de dire ce qui peut se passer en termes de changement de précipitation à cause du changement climatique dans le nord de la France ou bien dans cette partie des États-Unis, au centre de l'Amérique du Sud, etc. Voilà. Et puis les modèles, par ailleurs, ne capturent pas parfaitement le régime et la distribution des précipitations actuelles, même si ils capturent une bonne partie de ces de la climatologie des précipitations, ce qui les en fait quand même des outils intéressants. Donc le sud de la France, j'en ai déjà parlé. Et maintenant, ah oui, j'avais prévu de vous parler un tout petit peu à l'échelle globale d'un résultat qu'on a obtenu de simulation globale montrant les interactions complexes entre le changement climatique et l'irrigation. Donc, c'est un exercice de modélisation avec le modèle de climat de mon institut qui s'appelle l'IPSL. Donc, on modélise le climat au cours depuis 1950 jusqu'à 2100 en tenant avec le modèle orchidée qui décrit l'hydrologie des surfaces continentales. Mais dans cette simulation-là, ce modèle on a activé ce qui permet de décrire l'irrigation de manière interactive avec le climat et la disponibilité en eau. Et donc, on simule un climat très réchauffant, le même scénario pessimiste qui correspond à la carte des changements de précipitation moyenne précédents. Une des données d'entrée, c'est l'évolution dans le futur de 1950 jusqu'à 2100 des surfaces irriguées sur l'ensemble des continents. Et donc, ça, c'est l'hypothèse qu'on a utilisé, qui est lié à des scénarios du GIEC, avec une hypothèse donc assez importante, c'est que à partir de 2045, les surfaces irriguées n'augmentent plus. Euh, Vous voyez ici comment, en moyenne globale toujours, et séparé par saison, notre modèle orchidée de manière couplée avec l'évolution climatique, simule l'évolution dans le temps de l'irrigation globale. Donc, elle augmente jusqu'à 2045 en suivant l'augmentation des surfaces irriguées, mais au-delà, en fait, l'irrigation continue d'augmenter parce que il y a une demande en irrigation que le climat modifié permet d'alimenter. Et le résultat que je voulais vous montrer pour illustrer un petit peu ce type d'intérêt de la modélisation couplée entre les surfaces continentales et le climat, c'est ces cartes qui montrent les changements couplés par différents jeux de couleurs entre les précipitations et l'irrigation pour la carte du haut, l'irrigation et les ressources en eau souterraine pour la carte du bas. Donc ça, c'est des changements entre la fin du 21e siècle et la fin du 20e siècle, comme pour la carte de changement de précipitation. On ne regarde là que les zones qui sont irriguées à la fin du 21e siècle. Et donc, si on commence par regarder les zones qui sont en orange, c'est des zones où le changement climatique simulé par le modèle amène à des diminutions des précipitations. Donc vous retrouvez par exemple le pourtour méditerranéen, là. Les diminutions de précipitations, c'est les zones en rouge
et en orange. Mais dans les zones en orange, les précipitations baissent et le modèle simule que l'irrigation va augmenter, tout simplement parce qu'il y a assez d'eau dans les bassins versants de ces mailles pour que l'irrigation permette de suppléer la diminution d'apport en eau des précipitations. Et donc, le système, le modèle, simule une augmentation de l'irrigation. Et ce faisant, dans pratiquement tous ces endroits-là, par contre, les ressources en eau souterraines baissent, parce que à la fois les précipitations baissent et l'irrigation baisse. Si maintenant on regarde ce qui se passe dans les régions rouges, les précipitations diminuent avec le changement climatique, mais là, par contre, l'irrigation, elle diminue aussi. Pourquoi? Parce que, en fait, les ressources en eau souterraine diminuent, toutes les ressources en eau diminuent et diminuent tellement qu'il n'y a plus assez d'eau pour alimenter l'irrigation. Et donc l'irrigation, elle ne peut pas augmenter alors que la demande en eau, qui n'est pas montrée là, continue à augmenter. Donc il y a une limitation dans ces zones rouges de l'irrigation par la disponibilité en eau. Et un exemple typique, c'est l'Espagne. Ou les zones très irriguées comme la Californie, etc. Si maintenant on regarde ce qui se passe dans les zones où le changement climatique amène une augmentation des précipitations, il y a des endroits qui apparaissent en vert où cette augmentation d'irrigation permet de devoir recourir moins à l'irrigation parce que les pluies suffisent à alimenter optimalement en eau les plantes cultivées. Et donc, dans ces endroits-là, l'irrigation diminue. Et puis, les ressources en eau souterraine, pour le coup, ont tendance à augmenter parce que et les pluies augmentent et l'irrigation diminue. Et puis, enfin, il y a les zones qui apparaissent en bleu, où les précipitations augmentent, mais l'irrigation augmente aussi. C'est possible également. C'est un cas qui existe beaucoup et qui est même très répandu. Donc, c'est des zones où, même si les précipitations augmentent, il peut y avoir un intérêt agronomique à irriguer plus. Ça va favoriser la croissance des plantes, ça va augmenter le rendement. Et puis, dans ces zones bleues, qui restent en bleu pour les stocks en eau souterraine, l'augmentation des précipitations va permettre que, malgré l'augmentation de l'irrigation, les ressources en eau souterraine continuent d'augmenter. Mais par contre, il y a un point à voir, c'est qu'il y a beaucoup de zones qui sont en bleu dans la carte du haut, c'est-à-dire où l'irrigation augmente avec des précipitations qui augmentent, qui en termes d'évolution des couplées avec les ressources en eau souterraine vont devenir orange. Par exemple, ici, là, dans le nord de l'Inde. Et puis, il y a d'autres exemples, par exemple, là, au Brésil. Et donc, dans ces endroits-là, ce qui va se passer, c'est que les précipitations augmentent, l'irrigation augmente aussi, mais ça fait diminuer les ressources en eau souterraine. C'est en fait un cinquième cas des interactions entre changement climatique, irrigation et ressources en eau. Donc tout ça, moi, c'est des choses qui m'intéressent à comprendre et à quantifier, et aussi de manière plus fine en France et en France. Donc, mais avant de vous montrer ce qui se passe en France par rapport à l'irrigation, je vais vous montrer des résultats sur le changement climatique en France. Donc, il y a eu plein d'exercices de modélisation qui ont été faits depuis les années 2000, avec des changements qui sont tous convergents d'un point de vue qualitatif et des petites différences en termes de quantification. Par rapport aux précipitations, en tout cas, dont je vous ai parlé, les ressources en eau, elles sont tirées vers le bas par le fait que l'évaporation, elle augmente avec le réchauffement de l'atmosphère. Ce qui fait que la différence entre P-E, qui définit en fait dans un bassin versant la quantité d'eau disponible totale, donc les ressources en eau annuelles, vont avoir tendance à baisser. Et donc vous avez ces cartes qui sont tirées d'une étude de collègues de Toulouse. Vous avez les changements de débit en France, donc tous les principaux cours d'eau, en hiver, en été et en moyenne annuelle. Ça, c'est les changements moyens. Et ça, c'est l'écart type des changements moyens autour de la moyenne, donc l'incertitude finalement par rapport à ces changements.
Quand vous voyez des couleurs rouges, les débits baissent. Quand voyez des couleurs bleues, les débits augmentent. Et donc, le point important à noter pour résumer tous ces changements, c'est que en été, les débits vont baisser partout en France et d'autant plus dans le sud de la France, donc, et en particulier dans le bassin de l'Hérault et du Gard. Euh, Et dans ces changements estivaux, si on les compare à la dispersion, à l'écart type, ils sont beaucoup plus importants, les changements moyens, que la dispersion, ce qui veut dire qu'on a il y a peu d'incertitude sur le fait que ces diminutions vont se produire. C'est pas la même chose, pardon, en hiver. En hiver, ce que l'on voit, c'est donc une augmentation dans le nord qui est liée à l'augmentation des précipitations, mais avec une forte incertitude, ce qui fait que ces augmentations hivernales, elles sont inférieures à l'incertitude, à la différence entre tous les modèles et à la variabilité interannuelle pour le nord. Et puis pour l'été, vous voyez que, non, pour le sud, même en hiver, les débits, selon cette étude, ont tendance à diminuer. Dans l'étude Explore 2, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu moins marqué, les diminutions de débit en hiver. Et en moyenne annuelle, vous voyez qu'il y a une tendance à diminuer partout en France, puisqu'on a partout des couleurs de jaune à beige, et de manière plus forte dans le sud de la France. Et c'est des diminutions là qui sont de l'ordre de 20 à 30% quand même du débit moyen annuel naturel, c'est-à-dire en ne tenant compte d'aucune activité humaine autre que le réchauffement par les émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc, voilà ce qu'on peut dire du changement des ressources en eau en France. Et puis, il y a aussi une intensification des extrêmes, pluies intenses, inondations, sécheresses, y compris au sein d'un même territoire. Et ça, je vais vous l'illustrer à partir des résultats du projet Explore 2, où cette étude avait été plus détaillée. Mais j'insiste quand même que dans ces exercices de modélisation-là, il y a des tas de choses qui ne sont pas modélisées. En particulier le fait que la contribution de la fonte des glaciers au débit, au changement de débit n'est pas prise en compte. C'est important surtout à l'aval des Pyrénées et surtout à l'aval des Alpes, parce que dans les Pyrénées, il y a déjà presque plus de glaciers, malheureusement. Et puis l'évolution des pompages et de l'occupation des terres dans le futur n'est pas décrite, ni donc leurs conséquences sur des changements hydrologiques qui pourtant sont susceptibles d'exister, comme on a pu le constater avec des études qui regardent le passé. Maintenant, en ce qui concerne les événements extrêmes, et donc les événements extrêmes qui sont porteurs de risques hydrologiques, à la fois risque de sécheresse et risque d'inondation pour les crues les plus rares. Eh bien, ces cartes vous montrent la moyenne multimodèle de l'ensemble des simulations qu'on a faites dans le cadre du projet Explore 2 et qui vous montrent que presque partout en France, les sécheresses moyennes vont devenir euh, plus intenses. Donc, les sécheresses qui reviennent en moyenne tous les 5 ans, 20%, enfin, avec une probabilité de 20% par an, en fait, le débit associé va devenir beaucoup plus petit à la fin du 21e siècle, sous l'hypothèse de fort réchauffement, avec une diminution de baisse de ces débits intenses de moins 50% en moyenne, mais il y a certaines des projections climatiques associées qui peuvent amener à des diminutions beaucoup plus fortes. Je tiens à le souligner. Et puis, en termes des inondations, vous voyez que aux mêmes endroits que les sécheresses vont être intensifiées, donc les débits associés aux périodes de retour moyennes de 20 ans vont devenir beaucoup plus importants, de manière plus forte dans le nord de la France que dans le sud de la France, mais on retrouve l'arc cévenol, hein, qui est évidemment aussi un lieu de précipitations très intenses et où donc ces crues associées à ces précipitations très fortes vont fortement augmenter. Et donc tout ça peut se produire aux mêmes endroits
évidemment pas en même temps, mais comme la fréquence de ces événements augmente, on peut se retrouver avec, dans une même année, une très forte inondation et une très forte sécheresse. C'est ce que nous suggèrent les simulations que l'on fait du changement climatique futur. Et puis pour terminer sur le changement climatique, parce qu'il est déjà 7 heures, je vais vous montrer ce que vous pouvez aller vous-même regarder grâce à la mise à disposition de données que le projet Explore 2 a, sur lequel on a travaillé. Donc, vous avez le site ici, Internet de visualisation en ligne que j'ai utilisé et que vous pouvez utiliser aussi, qui est marqué là. Et mes slides, évidemment, je vous les transmettrai via Julie. Je suis allée sur ce site et puis j'ai zoomé sur la France, enfin, et sur le sud de la France. Et donc là, vous voyez l'Hérault. Et puis ça, c'est l'Ars au Vigan. Donc c'est pas très loin de chez vous, je crois. C'est Et juste j'ai au sud. regardé. C'est C'est juste bon, hein, Julie, je me trompe pas. Oui, oui, c'est juste au sud, l'art. C'est ça. Oui. Donc les extractions qu'on a faites hein, de ces points, c'est des endroits où il y a des mesures qui sont faites par les services de l'État, et c'est pas l'ensemble des points. On a pris ceux où on avait suffisamment d'informations par suffisamment de modèles hydrologiques, parce que tous ne simulent pas les débits dans tous les points du territoire. C'est pour ça que Mandagou n'est pas représenté, mais donc j'ai pris le plus proche. Et là, je vous montre l'évolution des débits journaliers maximum de chaque année. Pour l'ensemble des simulations qu'on a faites, qui sont représentées, c'est toutes les petites courbes grises qui apparaissent ici. C'est pas très clair, euh, mais j'espère que vous voyez quand même un petit peu des choses. Sont tracées aussi quatre courbes qui correspondent à des projections climatiques particulières qu'on a choisies comme représentatives de l'ensemble des futurs possibles et pas trop rares, enfin pas trop anormaux, disons, dans l'échantillon qu'on avait. C'est ce qu'on considère comme des futurs plausibles et puis probables aussi pendant le 21e siècle. Et donc, c'est parmi ces quatre projections-là, euh, ben presque, mais toutes amènent à une augmentation des crues, des pointes de crue journalières les plus fortes à la fin du 21e siècle, et une en particulier amène de très 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 fortes augmentations. Euh, J'aime pas trop ces courbes parce que c'est pas vraiment des simulations, c'est un lissage qui est fait avec des polynômes que je pense pas que c'était un choix extrêmement judicieux. Mais enfin, ça donne quand même les tendances générales, même s'il ne faut pas prendre ces chiffres-là, ni cette remontée-là en très lisse, ni le fait que c'est au contraire très lisse là, en fin de période dans les autres. Donc, ces courbes sont juste des indications, disons. Donc, en tout cas, partout où on a des couleurs vertes là, on a des augmentations de ces pointes de crue journalières, hein, moyenne de chaque année de à peu près, je pense que c'est la couleur, c'est autour de 10%. Si maintenant on regarde des choses qui concernent là c'est le débit moyen annuel, donc l'équivalent finalement de la carte que je vous avais montrée de tendance sur les débits passés euh, pendant entre sur les 60 dernières années. La carte avec les triangles vers le bas dans la moitié sud-est de la France. Donc ici, vous voyez que, bah, pareillement, le changement climatique du futur va amener une baisse des débits moyens sous ces scénarios de réchauffement, en moyenne sur l'ensemble des projections climatiques et des modèles hydrologiques avec des différences selon les projections. Et le fait que ça remonte là vers la fin, bah, c'est un truc, c'est encore lié à ces polynômes bizarres. Euh, mais quand même, si vous regardez les différentes simulations en gris,
ça baisse, quoi. Là, on le voit à l'œil, en fait. S'il n'y avait pas ces bizarreries. Et pour parler des périodes d'étiage, de sécheresse et de faible quantité en eau, l'indicateur que je vous montre là, c'est la durée des basses eaux estivales. Donc en fait, c'est la durée d'étiage en dessous de certains niveaux de débit seuil qui vont également augmenter. C'est-à-dire que la durée des sécheresses va augmenter. C'est ce que signifient ces cartes. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui augmente fortement. Donc la période où il n'y a pas beaucoup d'eau dans les rivières, et notamment dans l'Hérault et dans l'Ar, et sans doute dans la Roue, ça va être plus long. Voilà pour le changement climatique. Comme je m'intéresse beaucoup à l'irrigation et que il me semble savoir qu'il y a de l'irrigation autour de Mandagou pour faire pousser des très bons oignons. Euh, je vais vous montrer les derniers résultats qu'on a obtenus récemment en rajoutant la simulation de l'irrigation en plus du changement climatique tel que on l'avait fait pour le projet Explore 2. Donc, c'est toujours avec le modèle orchidée et cette fois en activant le calcul de l'irrigation, qui est une partie du modèle qui existe et dont je vous avais montré les résultats à l'échelle globale. Donc, je m'intéresse ici à un seul des futurs possibles d'un point de vue climatique en France, celui qui amène à un climat sec et chaud. Et donc, vous voyez que sous ce climat sec et chaud, avec le modèle orchidée, la demande d'irrigation par les plantes en moyenne sur toute la France va augmenter assez fortement. L'irrigation effective, qui est limitée par la disponibilité en eau, elle va augmenter aussi, mais elle est beaucoup plus faible que la demande pour avoir une croissance optimale des plantes. Et puis, si on regarde l'impact de cette irrigation, de l'ajouter sur les sols pour favoriser l'évapotranspiration, effectivement, on obtient une augmentation de l'évapotranspiration euh, entre la simulation de changement climatique sans irrigation, la courbe en très plein, par rapport à la simulation de changement climatique avec irrigation en pointillé que je suis là. Et vous voyez que avec ce climat chaud et sec, en France, à partir des années 2040 à peu près, l'évapotranspiration a tendance à baisser dans le futur alors qu'elle augmentait précédemment. Et la raison pour laquelle cette évapotranspiration baisse dans le futur, c'est parce que les précipitations diminuent, les ressources en eau diminuent donc, et ça limite le potentiel d'évapotranspiration par les surfaces continentales par la végétation naturelle d'une part, mais même quand on met de l'irrigation, même si l'irrigation a tendance à augmenter l'évapotranspiration au total. Et maintenant, si on regarde l'impact sur les débits, donc on compare toujours une simulation avec le modèle orchidée plus irrigation plus changement climatique. Euh, donc simulation sans irrigation, pardon, c'est la courbe en très plein. C'est une des simulations du projet Explore 2. Sur la Garonne, la Loire, le Rhône, la Seine, et c'est les débits d'été qu'on regarde là. Et on compare donc la simulation où on rajoute l'irrigation. Et donc en particulier dans la Garonne et la Loire, qui sont des bassins versants où les surfaces irriguées sont importantes, ça a tendance, cette irrigation, à énormément bah, premièrement, le changement climatique avec cette projection climatique-là amène des diminutions des débits dans les quatre grands bassins versants et en fait dans toute la France. Et avec l'irrigation en plus, bah, ces débits diminuent beaucoup plus parce que donc on augmente l'évapotranspiration. C'est vraiment des raisonnements de comptable d'eau et c'est lié à la tenue de l'eau que Julie étudie depuis longtemps. Avant, donc ma dernière partie, ça va être les solutions face à ces changements qui sont induits par le changement climatique d'une part, je vous en ai parlé, mais aussi
par l'occupation des sols, par des activités humaines. Je vous l'ai montré dans le passé et moi, mon objectif en recherche, c'est de pouvoir refaire la comparaison des changements qui sont dus au changement climatique et aux autres activités humaines pour le climat futur et en décrivant au mieux les évolutions futures des activités humaines qui influencent les ressources en eau et les risques hydrologiques. Et donc, dans ces changements, il y a des solutions d'adaptation. Et parmi ces solutions d'adaptation, il y en a deux grands types. Les solutions techniques qui visent essentiellement en général à continuer le développement tel qu'il s'est produit depuis 50 ans, 100 ans, le développement qui a permis de développer en France, qui a augmenté les rendements agricoles, qui a accompagné l'augmentation démographique, industrielle, etc., l'augmentation du PIB. Donc, a priori, tout ça, on peut se dire que pourquoi pas. Mais comme ces changements sont associés, en tout cas du point de vue de l'eau, à une dégradation des quantités, à une augmentation des risques et à une dégradation de la qualité, si on continue dans cette direction, on amène aussi à continuer la crise écologique et une crise sociale en fait qui est larvée derrière et qui risque de s'étendre. Donc, ces solutions techniques, c'est le développement d'infrastructures grises parce que largement à base de béton, des retenues de stockage, des digues contre les inondations, etc. Vous connaissez. Des développements technologiques qui vont être entre autres des OGM, changer les types d'irrigation, le dessalement de l'eau de mer pour fabriquer de l'eau douce, Pour fabriquer de l'eau douce. la recharge artificielle par des eaux usées, donc tout La ça. recharge artificielle Nabil, par des Excuse-moi, eaux usées. Nabil, est-ce que tu pourrais éteindre ton micro, s'il te plaît? Nabil, on entend Agnès en écho au travers de ton micro. Est-ce que tu pourrais éteindre ton micro? Oui, Excuse-moi, Nabil, oui, est-ce oui. que tu pourrais éteindre ton micro, s'il te plaît? Nabil, on entend Agnès en écho. Merci. Voilà, tu peux reprendre, Agnès. Merci. Donc là, c'est une partie un petit peu plus politique, évidemment, hein, mais en tout cas, ces solutions-là et qui récemment aussi C'est une ont un partie un volet. petit peu plus politique, évidemment, hein, mais Nabil, ton micro s'est rallumé. Est-ce que tu pourrais l'éteindre, s'il te plaît? Là, Nabil, pourrais-tu, s'il te plaît, éteindre ton micro? Merci. C'est bon, Agnès, tu peux y aller. C'est rallumé. Est-ce que tu pourrais l'éteindre, s'il te plaît? Nabil? Ça s'est rallumé, Nabil. Technosolutions parfois quand même. Oui, je suis d'accord. Oui. Voilà. Donc, ces solutions techniques, y compris ce qui vient avec la célèbre loi du plomb de réduction des normes, c'est l'essentiel des solutions qui bénéficient de financement public à l'heure actuelle. Bien sûr, non. Ces solutions, elles peuvent avoir un intérêt, mais c'est pas du tout sûr que ça suffise. Et il y a aussi tout un tas de situations où on peut supposer que ce sont de mauvaises solutions et que parce que ça va aggraver des déséquilibres déjà existants, ce qui fait que nous, les hydrologues académiques, dans les universités, dans les centres de recherche, on a tendance à considérer que ce sont des solutions de maladaptation. Ensuite, il y a une deuxième voie qui est de recourir à des éco-solutions pour préserver la biodiversité et l'environnement, les fonctionnalités de la nature, ce qui suppose un changement des modes de vie, de la consommation et donc du système économique. Et ça peut être difficile à faire évidemment parce que pas non plus envie de renoncer à tout, mais c'est pas exactement ce dont il est question. Et quand on caricature ces solutions en disant qu'on ne veut pas retourner ni à la bougie, ni à l'âge de pierre, ni au mode de vie des Amish, c'est une caricature. Donc derrière ces éco-solutions, il y en a une qui est très importante, c'est de diminuer nos émissions en gaz à effet de serre. Puisque je vous ai montré que le changement climatique, c'est quand même super important pour ce qui nous attend dans les décennies à venir. C'est aussi réduire les consommations superflues d'eau. Et c'est pas forcément toujours très difficile à faire, même si ça dépend des cas.
Et puis, c'est aussi modifier l'usage des terres et les pratiques humaines dans les territoires pour favoriser la rétention d'eau. Et c'est donc faire un petit peu l'inverse de tout ce que j'avais montré dans le premier diagramme animé au tout début de cette conférence. Donc, je redis pas, avec également sans doute des renforcements des normes en termes de protection et de gestion de l'eau et de protection enfin, de l'eau en quantité et en qualité. Ces solutions, c'est très certainement utile contre les crues et les sécheresses. Mais comme pour les technosolutions, c'est pas du tout sûr que ça suffise. Donc, ça mérite d'être étudié. Et puis, c'est pas forcément populaire. Et donc, je vous renvoie là encore à la loi du plomb, puisque essentiellement, cette loi visait à empêcher ce genre de solution et à revenir sur le peu qui avait déjà été fait dans ce sens. Dans les deux cas, et qu'il s'agisse donc des changements climatiques ou hydrologiques, des technosolutions ou des éco-solutions, il est essentiel qu'il y ait du dialogue et de la concertation pour faire les bons choix dans un territoire donné. C'est ce que représente ce graphique qui vient du plan d'adaptation au changement climatique de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, mais on pourrait imaginer tout à fait la même chose à Mandagou avec, si j'ai bien retenu les noms, Manu et Julie. Et puis vous tous dans la salle qui est ici. Donc, il faut favoriser la compréhension mutuelle de tous les utilisateurs de l'eau, quels qu'ils soient, et puis quel que soit ce qu'ils veulent faire de l'eau. Il faut aussi comprendre l'intérêt des normes protectrices qui sont liées à différentes lois sur l'eau en France. J'y reviens pas. Et puis, tout ce travail a besoin de scientifiques comme Julie et aussi comme moi et mes modèles, parce que pour favoriser cette concertation, moi je suis persuadée qu'avoir des estimations précises et explicables et pouvoir expliquer des mécanismes comme je vous l'ai fait dans l'exemple des relations entre changement climatique et irrigation à l'échelle du globe, ça permet de comprendre ce qui peut se passer et de voir des limites, des défaillances ou des bonnes solutions, tout pareillement. Et donc, moi, c'est ce qui m'intéresse à faire avec la modélisation. J'aimerais, dans les années qui viennent, être capable, dans mon modèle orchidée, de décrire à la fois des technosolutions et des éco-solutions. L'irrigation, c'est fait. Les retenues collinaires, on est en train d'y travailler. Les grands barrages, c'est plus difficile, mais on s'y attelle. Le drainage agricole, une doctorante chez nous va bientôt s'y atteler à partir du mois de septembre. Et puis les éco-solutions, notamment celles qui sont envisageables à Mandagou, eh bien, on va aussi y travailler à travers des manières un petit peu simplifiées. On peut augmenter l'infiltration de l'eau dans les sols. Dans le modèle orchidée, c'est relativement facile. Ça peut représenter à la fois la mise en place de haies, de bandes enherbées, de la désimperméabilisation. On peut aussi représenter ce qu'on peut faire avec des aiguières, des terrasses ou le keyline design dont Julie avait parlé lors de sa conférence en ralentissant, en jouant sur des paramètres qui vont ralentir le ruissellement simulé par notre modèle. Et puis, on peut aussi augmenter la rétention d'eau dans le sol en jouant sur des paramètres et ça peut représenter ce qu'on peut obtenir en vrai en augmentant la matière organique dans les sols ou en favorisant la vie souterraine et notamment les vers de terre. Donc, mon travail à moi, c'est d'être capable de décrire ces choses dans un modèle comme Orchidée. Et ce travail, dans les années qui viennent, j'aimerais bien le mener dans deux sites d'études en particulier. Vous voyez ici Mandagou, votre commune. Il y a un dénivelé de 1000 mètres sur 15 kilomètres carrés avec des précipitations très intenses. J'espère que les projets de Julie finiront par se faire. Et puis, mais Tétrabio, tel qu'on l'avait imaginé pour l'instant, c'est un petit peu en pause. Et puis, je travaille aussi un bassin versant très différent. Le bassin de l'Orgeval dans la Seine-et-Marne, il fait 105 km². Il est très agricole avec des grandes cultures et le dénivelé est beaucoup plus petit puisque c'est 100 mètres.
Donc les pentes sont beaucoup plus douces. Mais l'intérêt qu'il a, c'est qu'il est étudié par des gens de mon laboratoire et puis des collègues alentours depuis 60 ans. Il y a plein de mesures et on a un très bon réseau de collaboration avec des gens comme vous à Mandagou, des communes, des agriculteurs, etc. Et donc, on a un certain nombre de projets pour étudier l'effet d'éco-solutions et de transformations bien pensées avec les habitants dans ce bassin-là et où on va mobiliser le modèle orchidée. Pour terminer, je vous montre ce que c'est que des inondations en Seine-et-Marne. Ça, c'était à l'automne 2024. Voilà, c'est des grands champs inondés. Et puis l'eau là, elle reste longtemps. C'est une des difficultés des inondations dans ce type de contexte. À comparer avec ce que vous avez connu vous. Ah oui, j'ai recopié, mais c'est en 2020, hein, je crois, que étaient ces Oui, inondations. oui. C'est beaucoup plus dévastateur parce qu'il y a une puissance de l'eau bien plus forte. Par contre, l'eau reste un petit peu moins longtemps et donc c'est pas du tout évidemment les mêmes types de fonctionnement hydrologique et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de travailler aux deux endroits. Je vous remercie beaucoup. Ben, merci beaucoup Agnès, hein. Mais c'est notre projet, hein. C'est pas le projet de Julie, parce que sans Nicolas, sans toi, sans tout le monde, ben il n'y a pas de projet. Euh, Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'imagine qu'il doit y en avoir. Oui, quand vous parlez des 30 modèles climatiques qui sont utilisés, est-ce que ça sous-entend qu'il y a des modèles qui sont en concurrence et que c'est politique ou c'est juste... Est-ce que tu as entendu la Oui, question? j'ai bien entendu. C'est une très bonne question et non, les modèles ne sont pas en concurrence. En fait, comme chaque modèle climatique a ses qualités mais aussi ses défauts, on considère que c'est plus intelligent d'en regarder plusieurs. Et quand ils sont d'accord, du coup, là, on se dit, malgré leurs défauts différents, ils donnent des résultats qui se ressemblent et du coup, on a confiance dans ces résultats-là. Et par contre, là où ils sont pas d'accord, c'est important de le savoir aussi, parce que ça signifie que malgré toute leur qualité, on est coincé. Et donc, le travail que mènent les climatologues, et notamment dans les rapports du GIEC, c'est de séparer ces deux types de réponses, celle où on peut dire, oui, là, il y aura un changement et il va dans telle direction, des endroits où la réponse honnête, c'est de dire, on ne sait pas dire quel sera le changement. Sur la température, on sait dire partout parce que ça va se réchauffer partout, c'est très clair. Pas tout à fait pareil, évidemment, mais sur tout ce qui concerne l'eau, il y a quand même des zones où on ne sait pas dire. Et c'est ce que j'ai essayé de vous illustrer. Donc il n'y a pas de concurrence, c'est vraiment le contraire, c'est de la collaboration entre les différents modèles et les scientifiques qui les construisent pour pouvoir dire le mieux possible ce qui va se passer. D'autres questions dans la salle? Pardon? Un constat, je vais atténuer le mot qui a été dit, mais on est en difficulté. Voilà, c'est ce qui a été dit dans la salle. Euh, Il n'y a pas d'autres questions quand même? Parce que moi, je sentais un peu le bouleversement hein, quand on voyait tous les résultats sur le sud de la France. Moi, j'ai une question. Oui. Les questions d'échelle, parce que les deux modèles, tous les deux, enfin, la commune de Mandagou, bon, c'est 15 km². L'autre modèle que vous utilisez, c'est 10 fois plus grand. Ça semble beaucoup plus homogène. Est-ce que c'est des questions que vous êtes posées? Est-ce que les 15 km² sont une échelle qui est réellement optimale? C'est une très très bonne question. Et donc je vous ai montré des résultats jusqu'à la résolution de 8 km par 8 km.
Mais sur Mandagou, ça marcherait pas bien parce que ce serait juste un point et il serait plat quoi en plus. Donc ce qu'on a l'intention de faire à Mandagou, c'est de travailler à beaucoup plus haute résolution et à décrire l'espace grâce à des données notamment topographiques beaucoup plus fines pour pouvoir capturer cette énorme pente et les chemins de l'eau, etc. Et on fera ça grâce à des, enfin il y a des données de topographie de l'hygiène qu'on utilisera. Et ce travail sera mené aussi avec Vincent Vielle, qui est dans le même laboratoire que Julie et qui vous présentera, qui d'ailleurs qui avait amené des étudiants chez vous et qui va faire une des prochaines conférences Tétrabio avec vous. Et mené par Adèle aussi, qui a commencé Oui, d'ailleurs, c'est vrai. avec le modèle numérique de terrain. Mais la question, elle est plus loin, je crois, et ça mérite qu'on s'y attarde. C'est l'échelle de ton autre terrain dans le nord de la France, et c'est beaucoup plus grand et il y a Mhm, beaucoup moins de diversité. Alors, euh, si on veut comparer les résultats dans l'un et dans l'autre, moi, ce qui me semblait utile, c'est qu'ici, on essayait de développer une méthodologie qui permette ce niveau de des données, de produire des données à un niveau très, très fin avec les habitants, de manière à avoir une appropriation démocratique sur le choix des solutions à mettre en œuvre. Et ça ne peut se faire qu'à une petite échelle. Et donc, il faut des données fines pour pouvoir, pour te permettre à toi de nous faire un retour en disant, ben voilà comment l'écoulement se fait, voilà comment il va se faire si vous faites tel changement. Et du coup, pour moi, c'est justement toute l'idée de ce projet avec toi, mhm. c'est on puisse trouver une méthode pour te donner, te fournir des données très denses sur une toute petite échelle pour que tu puisses réduire la maille littéralement à quelques mètres carrés de côté de maille. Quelques mètres carrés, non, on fera pas par contre. Je suis, enfin, pas avec mon modèle. Ça, je suis désolée de vous décevoir, mais c'est pas possible. Ça sera, ça, enfin, d'abord, il faudrait des ressources informatiques très élevées. Et je pense que le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. Donc, voilà. Mais je Alors, sais pas. alors comment Peut-être qu'on est-ce que pourra tu vas? descendre à 100 mètres de résolution pour le modèle, ce qui quand même est déjà. Enfin, bon, il faudra qu'on teste différentes choses, hein. Mais alors, pour toi, quel est l'intérêt d'avoir des données si fines et aussi denses sur un tout petit territoire de 15 km²? Mais je sais pas quelle sera la finesse et la densité, hein. Si Notre on- idée, c'était de poser des capteurs pour Oui. pouvoir te donner des Mais données. pas tous les mètres, ni tous les 10 mètres. Non, évidemment que non, c'était en blague que je disais ça. Mais pouvoir te mailler le territoire de manière très fine pour que ce ne soit pas simplement un point sur la carte. Eh bien, disons que euh, mon modèle n'a pas besoin de ce type d'information pour tourner. D'accord? Donc moi, je peux. L'intérêt des modèles, enfin, ce genre de modèle, les seules informations dont il a besoin, c'est d'informations météorologiques, topographiques. Après, il faut décrire la végétation et les sols, mais même si on le décrit mal, on aura des simulations, évidemment. Donc, par rapport à la distribution géographique et puis temporelle aussi de la végétation, plus on a de meilleures informations, plus on a de grandes chances d'avoir des bons résultats. Pareil pour les sols. Et avec ces informations-là, leurs qualités et leurs défauts, j'aurai des simulations avec des qualités et des défauts. Euh, L'intérêt des mesures qui seront faites sur le terrain, ça sera de vérifier si le modèle, il est correct ou pas, d'identifier les endroits où il est le meilleur, le plus incorrect. Et ça nous aidera à modifier le modèle
soit sur les processus qu'ils représentent, sur les paramètres qu'on utilise, on tourne les boutons de certaines choses, ou alors sur les données d'entrée, pour se rapprocher le plus possible de ce qui s'est passé, pour pouvoir du coup décrire avec confiance ce qui peut se passer pour différents types d'aménagements. Bon, c'est comme ça que ce genre d'outil est utilisable. Et est-ce que je résume correctement en disant que tu pourras améliorer la résolution du modèle alors? Non, non, pas forcément. C'est pas une question de résolution. C'est ce qui est simulé. Les quantités, D'accord, euh, d'accord. c'est-à-dire que si dans une de mes mailles, qui doit pas être trop grande évidemment, hein, il y a un capteur d'humidité et que enfin, à ce moment-là, dans ma maille, je simule l'humidité du sol et je peux comparer avec les mesures du capteur. Et puis si le modèle il dit que c'est trop sec, que c'est trop humide ou que les variations dans le temps sont trop fortes ou trop faibles, eh ben, moi, mon métier, c'est d'essayer d'améliorer la simulation pour qu'elle représente mieux l'observation. La Et on va réalité. tâcher de faire ça en le plus d'endroits possible. Mais parfois aussi, on n'y arrive pas très très bien parce que voilà, c'est pas de la magie et que et que parfois, bah, ça rate. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas compris au niveau de votre modèle orchidée si ça tenait compte de l'irrigation ou pas. Parce que j'ai vu que par moment, ça faisait de grosses différences entre ce qui était vraiment mesuré et ce qui était obtenu à le modèle. Donc, j'ai pas compris si l'irrigation rentre dedans ou pas. Eh bien, il y a l'irrigation, sauf si on choisit de la désactiver, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu des résultats qui étaient avec irrigation et d'autres sans irrigation. C'est l'intérêt d'un modèle, hein. C'est que à Mandagou, il n'y a qu'une réalité qui se produit à chaque instant. Mais dans un modèle, donc mon modèle informatique, qui me permet de faire une sorte de maquette numérique de Mandagou, et je peux jouer avec ma maquette de Mandagou. Enfin, quand j'aurai fait le travail, pour l'instant, je peux le faire à l'échelle de la France, en tout cas. Et donc, je peux changer la manière dont les choses se passent. Je peux faire des expériences, en fait. Donc, je peux faire une simulation où il y a l'irrigation et une autre simulation qui est exactement pareille, sauf qu'il n'y a pas l'irrigation. Et dans ce cas, donc, quand vous intégrez l'irrigation, vous vous basez juste sur les surfaces cultivées ou sur le volume d'eau enregistré par les gens qui vendent de l'eau, ou je sais pas. Alors, ce qu'on fait, c'est que on, on a comme donnée d'entrée les surfaces irriguées uniquement. Et après, on compare les résultats du modèle en termes d'apport en eau par rapport aux observations qui sont disponibles. Et ça aussi, c'est des éléments qui nous permettent de changer, d'améliorer comment dire, ce que le modèle a sous le capot pour qu'il simule mieux l'irrigation. De même que je peux utiliser la comparaison avec les capteurs locaux d'humidité de la même manière. Moi, j'aurais une question sur l'irrigation. Deux questions, en fait. Mhm. La première, c'est, tu disais que l'irrigation, tu avais parlé de forage. Mais nous, ici, on n'a pas d'irrigation à partir de forage. On a toujours de l'irrigation soit à partir d'eau de source ou d'eau de rivière, enfin d'eau de surface, ou de peut-être de petites retenues comme les paissières. Mais c'est toujours de l'eau de surface. On n'a pas de forage qui nous amène de l'eau d'irrigation. Est-ce que ça fait une différence? Le modèle peut faire les deux. D'accord. Et Et fait les deux en fonction des informations qu'on lui donne. Et si les informations sont bonnes, du coup, le modèle fonctionne mieux. Et l'autre question que j'avais, c'est quand tu fais les prévisions pour l'avenir, Oui. en ajoutant l'irrigation ou pas, euh, prévoir que la demande augmenterait, c'était simplement sur base du scénario des assolements existants. Et du climat et de la végétation. En fait, Autrement dit, regarder ce qu'on a en maïs, en superficie de maïs en France, malgré un climat qui deviendrait de plus en plus chaud.
Oui, donc en fait, chaque année correspond à un ensemble de cartes différentes qui décrivent l'espace et donc qui décrivent dans chaque maille le pourcentage de tel type de végétation. Donc on fait évoluer ça chaque année. On peut aussi, si on n'a pas d'informations, considérer que les choses ne changent pas ou voilà. Donc ça fait partie des données d'entrée de ce programme informatique. Et Et vous n'avez pas exploré changer les assolements, par exemple passer du pas maïs. encore, enfin, pas dans le cadre d'Explore 2 et pas avec l'irrigation, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Et si à Mandagou, c'est intéressant de le faire, eh ben, on essaiera de le faire. Mais je pense surtout pour le nord, parce que dans les grandes superficies en maïs, si on changeait en blé Oui, oui. d'hiver, ça pourrait avoir un énorme impact. Mhm. Et donc, Mais ça n'a pas encore été testé dans les eh ben, simulations. j'ai un doctorant qui arrive dans un mois et qui devrait, il va essayer de faire ça pendant ses 3 ans de thèse en D'accord. France, sur toute la France. Et est-ce que le modèle orchidée, il a déjà été appliqué sur des zones de montagne? Ah bah oui, puisqu'il a été appliqué sur le monde entier. D'accord. Il a déjà été appliqué à Mandagou, en fait. Mais, mais c'est tout. Enfin, Mandagou est un petit bout d'une maille de 8 kilomètres sur laquelle le modèle a tourné. Voilà. Et dans le projet Tetra Bio, évidemment, ce qu'on veut, bah, c'est ne simuler que Mandagou et son bassin versant hein, et faire quelque chose d'extrêmement plus détaillé en termes de résolution et d'adapter le modèle à votre bassin versant. Mais parce que vous avez montré des exemples où il y avait, je sais pas, 200 ou 300 kilomètres carrés qui avaient été faits sur une zone, par exemple à Paris. Donc, est-ce qu'il y a des zones comme ça, de 200 ou 300 kilomètres carrés, sur des montagnes qui ont été faites? Enfin, qui ont été... Vous voulez dire, est-ce qu'il y a eu des simulations à très haute résolution en montagne? Oui. Je ne sais pas, pas par moi en tout cas, mais en tout cas, je suis certaine que c'est possible. Disons qu'une particularité qu'on a, nous, c'est que dans l'équipe, on a aussi Vincent Vielle. Parce que dans le cas d'une montagne comme la nôtre, on va avoir ce qu'il appelle des transferts de sédiments. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la montagne est emportée par l'eau de ruissellement. Ben oui, c'est vrai, c'est l'érosion. Et ça, il faudra aussi le prendre en compte. Et c'est pour ça que Orchidée va être couplé avec le modèle Lascar. Lascar, c'est sur le transfert des sédiments. Donc on travaille beaucoup comme ça, on associe des modèles avec d'autres. Donc dans cette région, en fait, le modèle orchidée, on le fait dialoguer avec un modèle hydrogéologique parce qu'il y a des nappes phréatiques très importantes dans tout le bassin parisien et on ne peut pas comprendre bien les disponibilités en eau. Euh, enfin, disons qu'on comprend mieux, on quantifie mieux la disponibilité en eau si on interagit avec un autre modèle spécialisé sur les grands aquifères. Et pareillement, à Mandagou, pour mieux décrire les ruissellements, on travaillera, en faisant discuter deux modèles, Orchidée et le modèle Lascar, qui est spécialisé sur le ruissellement des versants comme ça, très pentus. Tu veux dire, alors? Il y a Isabelle qui vient de dire c'est passionnant. Alors, Adèle, tu as des questions? Oui, j'avais une petite question sur l'environnement de simulation du modèle. Est-ce que on peut inclure comme données d'entrée différents niveaux de conservation des infrastructures vernaculaires pour comprendre leur influence sur l'infiltration de l'eau dans les nappes et la rétention de l'eau dans les sols? Eh bien, pas de ma- il n'y a pas d'objet infrastructure vernaculaire.
d'accord? Mais par contre, si à l'aide du modèle de Vincent, euh, il est capable de quantifier comment ces infrastructures vont influencer le ruissellement, cette réponse-là, moi, j'essaierai de l'intégrer dans le modèle orchidée. C'est-à-dire, je changerai des paramètres ou des petites choses, des trajets de l'eau. Ça ressemblera pas à les aiguières et les baissières, c'est ça? Non? Les paissières, c'est les petits barrages. Les D'accord. équerres, c'est les fossés. Ok. Donc, Faire ça ressemblera sécher. pas à ça en vrai. Le modèle ne pourra pas être sensible au changement de topographie fine que ça induit. Je pense pas. Parce qu'il ne travaille pas à une résolution spatiale suffisamment fine et il décrit pas l'hydraulique sur de la lame d'eau dans le versant. Mais en revanche, on pourra le renseigner d'informations qui lui permettront d'avoir des réponses qui sont cohérentes avec ces effets-là. C'est ça le but. Ok, merci beaucoup. Et j'avais une autre petite question aussi, encore une fois sur les données d'entrée. J'ai vu qu'il y a un module biochimique ou biogéochimique dans le modèle. Et je voulais juste comprendre si on pourrait inclure dans les données d'entrée les taux de matière organique dans les sols, parce que ça fait partie du projet TetraBio de comprendre les micro-organismes, enfin les communautés microbiennes des sols et les taux de matière organique et l'influence que ça a sur la trajectoire de l'eau en surface et en l'eau souterraine aussi. Alors, en fait, le modèle, il a un cœur et puis il y a des parties qu'on peut activer ou désactiver. Donc, nous, on appelle ça des modules optionnels. L'irrigation en fait partie et la matière organique des sols, ça fait partie d'un de ces modules que j'ai jamais utilisé directement, mais j'ai des collègues très proches qui font ça. Et donc, si c'est nécessaire pour le projet, on peut tout à fait essayer. Voilà. Oui, oui. Merci beaucoup. J'ai une question je ne sais pas si c'est une question pour les vandalismes, comment est pris en compte les dynamiques forestières? Parce qu'en fait, globalement, le couvert végétal de la commune des Cévennes, c'est essentiellement un couvert forestier artificiel, je ne sais pas comment, un couvert végétal. Comment elle est prise en compte, cette dynamique? Comment elle va être prise en compte? Est-ce que tu as entendu la question? Les surfaces des pourcentages de forêt dans nos mailles. Il y a différents types d'arbres qui peuvent être représentés. Euh, et d'une année à l'autre, on peut faire changer le pourcentage de chaque type d'arbre dans l'ensemble des mailles. Et c'est comme ça qu'on procède. Donc le modèle ne fait pas pousser les arbres. Il faut qu'on lui dise où sont les arbres et sur quelle surface et quand est-ce que ça change. Et par contre, une fois qu'on l'informe de ces modifications de la forêt, le modèle répond hydrologiquement à ces changements de forêt, déforestation, reforestation, etc. C'est pour ça que je pensais que c'est une question plutôt pour, peut-être pas pour la modélisation, mais pour fournir la modélisation, dans le sens où, probablement avec le changement climatique, le changement d'essence végétale va être très rapide et beaucoup plus compliqué à contrôler que l'exploitation agricole. Oui, tu as compris, Agnès? Et ça, je pense que on n'est pas capable de le faire. Voilà. D'autres questions? Je crois qu'il faut quand même encaisser. Il faut encaisser le niveau de, pas de mauvaises nouvelles, parce que bon, on savait déjà qu'il y avait un changement climatique, mais c'est vrai que tes graphiques ne prêtent pas optimisme pour ici. Ben, oui et non, parce que en fait, ce que j'ai montré au début, c'est que dans le passé, les changements non climatiques, ils ont quand même eu beaucoup d'impact. Pas toujours pour le bien, mais en fait, là-dessus, on a prise
Et donc, on peut notamment essayer de renverser la vapeur sur des changements qui sont pas positifs. On peut essayer de les défaire. Et puis, ces éco-solutions-là qui sont là, il y a quand même un réel potentiel. Non. Ça a très rarement été quantifié, mais si ces solutions qui sont privilégiées dans Tetrabio, c'est parce qu'on y croit, nous, en tant que spécialistes de l'environnement, que ça peut apporter beaucoup. Euh, le, suite, suite à des questions de journalistes, récemment, j'ai fait un petit calcul que je vais partager avec vous pour vous montrer. Dans les technosolutions face au changement climatique, dans les zones de maïs très irriguées, une des solutions qui est très mise en avant et qui a fait l'objet de beaucoup de rejets aussi, c'est les retenues de substitution, les méga-bassines. Et il y a eu donc de grosses manifestations à Sainte-Soline. J'imagine que vous en avez entendu parler. La retenue de Sainte-Soline, artificielle, elle fait 600 000 mètres cubes de volume de stockage d'eau. Et chaque hiver, il faut la remplir et chaque été, enfin pour l'instant, elle fonctionne pas parce qu'elle a été déclarée illégale pour des raisons de biodiversité. Mais si elle fonctionne un jour, chaque année, il faudra remplir 600 000 mètres cubes d'eau en pompant dans la nappe pendant plusieurs mois. Et puis chaque été, cette eau sera renvoyée et ça videra intégralement la retenue pour alimenter les champs de maïs. Maintenant, la commune de Sainte-Soline, elle a une surface de 30 km², c'est-à-dire 2 fois la surface de Mondago. J'ai fait le calcul de quel volume ça fait de augmenter le stockage d'eau dans le sol de 1 litre par mètre carré de Sainte-Soline, de la commune de Sainte-Soline. 1 litre par mètre carré, c'est une lame d'eau, une épaisseur d'eau de 1 millimètre. D'accord? C'est vraiment pas beaucoup parce que un sol, ça contient grosso modo 100 à 200 millimètres en moyenne sur l'année de quantité d'eau utilisable par les plantes en tout cas. Donc, augmenter de 1 millimètre, c'est augmenter de au plus 1% le stockage d'eau dans les sols. Si on augmente le stockage d'eau dans les sols de 1 millimètre dans chaque mètre carré de la commune de Sainte-Soline, ça donne un volume d'eau qui est égal à 50 fois ce qu'on stocke dans la retenue de substitution. C'est pour vous dire l'efficacité théorique, en tout cas, du stockage naturel dans les sols, qu'on peut augmenter, et ça c'est très connu, en augmentant la matière organique. Mais le problème, c'est que la retenue de Sainte-Soline n'allait être à la disposition que de 12 agriculteurs, tandis que l'eau qui est dans le sol est à la disposition de tous. D'où Exactement, l'intérêt, oui. d'où l'intérêt de construire collectivement une tenure de l'eau pour arriver au stockage le plus efficient qui soit et qui soit l'objet d'un partage équitable et accepté par tous. Mhm. La journaliste, c'était de France 24. La journaliste Oh, qui... je sais pas, là, avec les crues, j'en ai vu tellement que je sais Ah oui, plus. avec les crues, c'était Audrey. C'est moi qui l'ai dirigée vers toi. Donc, c'est très bien d'avoir fait ce calcul. Oui, il y a une question. Du point de vue agricole, est-ce que quand votre modèle sera prêt et que vous allez jouer avec les manettes, comme vous avez dit tout à l'heure, Mhm. est-ce que vous serez à même de faire des scénarios avec des types d'agriculture? C'est-à-dire de dire, ben voilà, si on reste sur tel mode agricole avec plutôt du maraîchage, ben ça donne ça. Ou si on entre sur des modèles qui incluent plus les arbres, par exemple, ben ça donne ça. Enfin, est-ce que vous pourrez modéliser des types de scénarios agricoles? Euh, des- de manière très insatisfaisante, malheureusement, parce que les seules cultures qui sont disponibles, décrites dans le modèle, c'est le blé d'hiver et le maïs. Il n'y a pas le maraîchage, euh, il n'y a pas, il y a plein de choses qu'il n'y a pas quand il n'y a que le blé d'hiver et le maïs.
Il n'y a pas non plus la vigne. La vigne, c'est pas possible. Les vergers ne sont pas décrits de manière distincte d'autres arbres qui perdent leurs feuilles en hiver, mais qui sont dans une forêt beaucoup plus développée. Donc, il y a des limites parce que c'est pas un modèle agronomique, c'est avant tout un modèle hydrologique. Et c'est des choses qu'il faudrait qu'on décrive, qu'on améliore dans notre modèle. Mais d'ici à ce que le projet à Mandagou se fasse, ce sera pas sur l'étagère, malheureusement. C'est des modules que vous devez encore créer, ça, en fait. Ouais. Mais ça peut être abordé à travers le taux de matière organique, le sol, comme vous avez Bah, dit. le taux de matière organique, en fait, pour nous, c'est plus facile à faire parce que j'ai des collègues qui ont déjà travaillé là-dessus, alors que augmenter la variété des cultures disponibles dans le modèle, ben, personne s'y est attelé. Voilà. Mais avec notre équipe, Nicolas était là ce soir, hein, il a dû partir. Avec notre équipe de l'INRAE et d'agroécologie à Dijon, ça sera peut-être une option à explorer. Faudra voir. Mais bon, le temps sera limité forcément, hein, et on ne pourra pas tout faire. Ça sera pour Tetra Bio 2. Il y a bien eu Explore 1 et Explore 2, hein. Exactement. Encore des questions? Non. Des remerciements. Oui, ben, merci beaucoup, beaucoup Agnès. Je vais te montrer un petit peu la salle que tu avais devant toi pour que tu vois un peu tout le monde qui t'a écouté ce soir. Voilà, ils te disent merci. Eh ben, merci à vous. J'ai hâte de vous rencontrer en vrai. Mais un grand, grand merci d'avoir passé vendredi soir avec nous. Isabelle ou Manu, vous voulez dire un petit mot de la fin? Un grand merci pour cette Merci à vous et puis merci au public d'être présent. De toute façon, on va poursuivre, ça va être que le début. Adèle va arriver bientôt sur la commune avec joie. Je pense qu'on va pouvoir bien travailler ensemble. Et derrière, il y a plein de connexions qui seront possibles. Donc, de toute façon, ce projet se fera avec vous. Donc, je compte sur vous pour suivre l'aventure. Et merci. Et je suis désolée parce que à la fin de ces conférences, on a toujours un verre pour que tout le monde puisse discuter après. Et je suis désolée parce que ben, on ne pourra pas te tendre le verre au travers de l'écran. Même chose pour Nabil et Adèle. Que de l'eau, hein. Et il n'y a pas que de l'eau. Non, pour économiser l'eau, il y a autre chose. Voilà. Eh ben, on se trinquera la prochaine fois. Voilà. Je vous souhaite un bon pot et un très bon week-end. Et Merci. je vais vous quitter. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Nabil. Je vais arrêter l'enregistrement.